Bienvenue à la discussion. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui a l'air toute simple en apparence, mais qui cache une science assez complexe, le choix d'un lit pour chien. Ce n'est plus juste un accessoire de confort, la science le voit de plus en plus comme une véritable intervention thérapeutique. Oui, exactement. Et c'est précisément là que le débat commence. Si on se base sur les recherches en physiologie et en biomécanique canine, la question centrale, c'est celle-ci. Est-ce qu'on doit privilégier les données objectives, c'est-à-dire la science des matériaux, le soutien orthopédique qu'on peut mesurer? Ou bien est-ce qu'on doit donner la priorité aux facteurs, disons, comportementaux et psychologiques, parce que, après tout, le meilleur lit du monde ne sert à rien si le chien refuse de l'utiliser. Moi, je défendrais la première position. Les données cliniques, les propriétés des matériaux, voilà ce qui doit primer. Et moi, à l'inverse, je soutiendrais que les besoins éthologiques et neurobiologiques du chien, en gros, ses instincts et le fonctionnement de son cerveau pendant son sommeil, sont des facteurs tout aussi, sinon plus, cruciaux pour lui garantir un repos qui soit vraiment réparateur. Alors, pour poser les bases de mon argumentaire, je considère qu'un lit pour chien, c'est avant tout un outil médical préventif. Vraiment. Et son efficacité, elle ne doit pas reposer sur des impressions, mais sur des principes biomécaniques mesurables. Le pilier de cette approche, c'est le soutien orthopédique. Pour un grand chien, un chien âgé, un chien qui a de l'arthrose, une mousse de haute densité de disons 10 à 18 cm, c'est juste non négociable. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui va maintenir la colonne vertébrale bien alignée et qui va empêcher les zones les plus lourdes, comme le bassin ou les épaules, de s'affaisser jusqu'au sol. C'est ce qu'on appelle le bottoming out. En gros, le chien s'écrase et tout le bénéfice est perdu. C'est comme dormir par terre avec un simple drap. La science des matériaux nous donne des solutions, comme la mousse viscoélastique, la fameuse mousse à mémoire de forme. Son avantage, c'est qu'elle redistribue la pression sur tout le corps. Et ça, c'est essentiel pour éviter un truc un peu technique qu'on appelle l'ischémie localisée. L'idée est simple, quand un chien s'allonge, son poids peut écraser les petits vaisseaux sanguins sous les os qui ressortent, comme la hanche. Si la pression est trop forte, le sang ne circule plus et les tissus s'abîment. Une bonne mousse, ça empêche ça. Et pour le prouver, on a des données cliniques solides. L'étude de l'Université de Pennsylvanie sur le lit de Big Barker, elle est très claire là-dessus. Elle a montré chez des chiens arthritiques une réduction de la douleur de 21,3% et une amélioration de la fonction articulaire de 17,6%. Ces chiffres sont très concrets. Plus de 20% de douleur en moins, c'est la différence entre un chien qui peine à se lever le matin et un chien qui peut remonter les escaliers. C'est un gain de mobilité qui est tangible, quantifiable. Je vois parfaitement la logique de votre approche, hein. C'est très rigoureux sur le plan mécanique. Mais j'aborde la question sous un angle différent, celui de l'animal lui-même. Un lit qui serait parfait sur le papier est complètement inutile si le chien l'évite ou si son sommeil est de mauvaise qualité dessus. L'approche doit être holistique. Il faut d'abord comprendre comment un chien dort. Contrairement à nous, son sommeil est polyphasique, c'est-à-dire qu'il est composé de multiples cycles assez courts d'environ 45 minutes, qui alternent sommeil léger, profond et paradoxal. Cette fragmentation naturelle le rend extrêmement sensible aux perturbations. Un bruit, une lumière, un sentiment d'insécurité, ça suffit à casser un cycle. Or, c'est pendant le sommeil profond, le NREM, et le sommeil paradoxal, le REM, que le corps se répare et que le cerveau consolide les apprentissages. Un sommeil qui est tout le temps interrompu, même sur le meilleur matelas du monde, n'est pas un sommeil réparateur. Et puis il y a ses instincts. Les chiens, à l'état sauvage, ils cherchent une tanière, un refuge. C'est un besoin ancré. Les lits avec des bords surélevés, les bolsters, eh bien ça répond à cet instinct. Ça crée un sentiment de sécurité et ça offre ce qu'on appelle une stimulation par pression profonde. C'est un peu le même principe que les couvertures lestées pour les humains. Ce contact léger et constant a un effet calmant. Il a été montré que ça peut faire baisser le cortisol, l'hormone du stress. Et la preuve que la psychologie prime souvent sur la mécanique, elle est flagrante. Des études avec des enregistrements polysomnographiques qui mesurent l'activité du cerveau montrent que les chiens qui dorment près de leur maître dans un lieu inconnu passent beaucoup plus de temps en sommeil profond. Qu'est-ce que ça nous dit? Que le sentiment de sécurité, qui est un facteur purement psychologique, influence directement la qualité du repos. C'est un point tout à fait pertinent, mais je pense qu'on peut intégrer ces besoins sans pour autant sacrifier la base scientifique. Vous parlez de la mousse à mémoire de forme, et c'est justement là que la supériorité des matériaux de pointe se voit. Sa nature visco-élastique lui permet de s'adapter parfaitement à la morphologie du chien, offrant un soutien sur mesure qu'aucun autre matériau ne peut égaler.
Les remplissages classiques, comme le polyfil, bon, ça peut sembler confortable au début, mais ça se tasse en quelques semaines, ça crée des creux, des bosses, et donc des points de pression dangereux. C'est tout l'inverse de ce qu'on recherche. Je suis d'accord sur la piètre qualité de ces remplissages bas de gamme. Mais si on revient à la mousse à mémoire de forme, Justement, au-delà du soutien, il y a un autre aspect qui est crucial, la santé. Les certifications comme Certipure US, par exemple, ce ne sont pas des gadgets marketing. Elles garantissent que la mousse est sans composés organiques volatiles, sans formaldéhyde, sans métaux lourds. Quand on sait qu'un chien passe entre 12 et 14 heures par jour le nez collé à son lit, la qualité de l'air qu'il respire et l'exposition à des substances toxiques, ça devient une considération médicale de premier ordre. Ce n'est pas un détail. je suis entièrement d'accord sur l'importance des matériaux certifiés, c'est indéniable. Mais vous présentez la mousse à mémoire de forme comme la solution miracle. Or, il y a un inconvénient physiologique majeur qu'on ne peut pas ignorer. Ça tient chaud, très chaud. Les mousses de haute densité, celles que vous préconisez pour leur soutien, sont de piètres régulateurs thermiques. Elles emprisonnent la chaleur du corps. Alors, pour un petit lévrier frileux en hiver, c'est peut-être un avantage. Mais pour un husky, un bouvier bernois ou n'importe quel chien en été, c'est un problème. On a tous vu notre chien abandonner son panier tout neuf pour aller s'étaler sur le carrelage frais de la cuisine. C'est un comportement de thermorégulation. Qu'est-ce que ça nous dit? Que son confort thermique est plus important que le confort orthopédique à ce moment précis. La fameuse posture du Superman sur le ventre, les pattes écartées, ça sert justement à maximiser le contact avec une surface fraîche. Un matelas en mousse dense empêche ce comportement. Ah, mais la technologie a déjà répondu à ça. Beaucoup de mousses orthopédiques intègrent maintenant des gels rafraîchissants ou ont des structures à cellules ouvertes pour améliorer la circulation de l'air. Présenter la thermorégulation comme un obstacle, c'est ignorer les innovations récentes. La question de fond, ça reste l'efficacité clinique, qui, elle, est prouvée. Revenons à l'étude de Pennsylvanie. Le protocole était particulièrement robuste. Ils n'ont pas juste demandé leur avis aux propriétaires, ils ont équipé les chiens de moniteurs d'activité, des sortes d'accéléromètres. Et que montrent les données? Une diminution significative de l'activité la nuit. Un chien qui bouge moins la nuit, c'est un chien qui a moins mal, qui n'a pas besoin de changer de position tout le temps pour se soulager. C'est une preuve solide, objective, d'un sommeil moins fragmenté, directement lié à la qualité du soutien. Ces données valent plus que des observations anecdotiques. Je ne remets pas en cause la qualité de l'étude, attention. Mais il faut en voir les limites avant de généraliser. Elle s'est concentrée sur une population très spécifique. Des grands chiens, plus de 30 kilos, avec un diagnostic d'arthrose déjà posé. Est-ce qu'on peut vraiment extrapoler ces résultats à un jeune beagle en pleine forme? J'en suis pas si sûre. Et en plus, c'est un point crucial, l'étude compare le lit orthopédique à ce que les chiens avaient avant, qui était souvent de mauvaise qualité. Elle ne compare pas un lit orthopédique plat à un lit orthopédique de même qualité, mais avec de rebords, qui satisferait cet instinct de tanière dont je parlais. On ne sait donc pas si on aurait pu obtenir des résultats encore meilleurs. Vous dites qu'un chien qui bouge moins souffre moins. C'est vrai, je vous l'accorde, mais ça n'exclut pas qu'il puisse être dans un état d'hypervigilance à cause d'un sentiment d'insécurité. Physiquement plus confortable, peut-être, mais psychologiquement sur le qui-vive. La vraie qualité du sommeil, celle qui répare le cerveau, elle se mesure au temps passé en sommeil paradoxal. C'est un indicateur neurobiologique bien plus fin que la simple activité motrice. C'est une distinction intéressante, mais alors sortons des chiens déjà malades. Pensons à la majorité des gens, ceux qui ont un chiot ou un jeune chien plein d'énergie. Pour eux, quelle est la priorité? Est-ce qu'on attend les premiers signes de boiterie pour agir? Pour moi, c'est une évidence que non. La prévention, c'est la clé. Un chien passe plus de la moitié de sa vie à se reposer. Chaque heure passée sur une surface inadaptée, c'est du stress utile pour ses articulations. Lui fournir un soutien de qualité dès le plus jeune âge, c'est un investissement pour sa santé future. C'est particulièrement vrai pour les races prédisposées à des problèmes comme la dysplasie de la hanche. Attendre les symptômes pour offrir un bon lit, c'est comme attendre d'avoir une hernie discale pour acheter un bon matelas. On devrait être dans une logique proactive, n'est-ce pas? Je suis à 100% d'accord avec vous sur le principe de prévention, mais il faut l'appliquer de manière plus large. La prévention, c'est pas que les articulations, c'est aussi la santé mentale. Pour un chiot qui vient d'être séparé de sa mère, ou pour un jeune chien, un lit qui favorise avant tout un sentiment de sécurité est primordial. Un lit avec des rebords où il peut se blottir, se mettre en donote pour garder sa chaleur et se sentir protégé, ce lit-là sera peut-être plus bénéfique pour son développement global qu'un matelas plat techniquement supérieur.
Pourquoi? Parce qu'un sommeil profond et sans stress, c'est la base d'un système immunitaire solide et d'un bon équilibre émotionnel. C'est pendant ce sommeil-là que le corps libère les hormones de croissance. Donc un environnement qui favorise ce sommeil en répondant à ses besoins instinctifs est tout aussi préventif. J'ai vu un cas parfait de ça récemment. Des amis ont acheté le lit orthopédique le plus cher pour leur Golden Retriever. Résultat, le chien dormait à côté, sur un vieux tapis, parce que le nouveau lit était plat et au milieu du passage. Il ne se sentait pas en sécurité, tout simplement. Toute la technologie du monde ne sert à rien si elle est rejetée par l'utilisateur. Mais ces deux objectifs ne sont pas du tout incompatibles. De très nombreux lits orthopédiques de haute qualité intègrent aujourd'hui des rebords. L'élément fondamental, la fondation, ça reste la base de mousse. Sans une base qui empêche l'affaissement, les rebords ne sont qu'un accessoire. La fonction thérapeutique première, la protection des articulations, elle dépend entièrement de la qualité et de l'épaisseur de cette mousse. C'est la fondation sur laquelle on construit le reste. Les aspects comportementaux sont importants, je le concède, mais ils sont, à mon avis, secondaires à l'intégrité biomécanique du lit. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter cette hiérarchie. C'est une vision trop mécaniste. L'utilisation même du lit est le prérequis à tout bénéfice. Si l'environnement n'est pas bon, le lit ne sera pas utilisé. La recherche le montre. Des facteurs comme la lumière, le bruit ou même l'emplacement du lit réduisent l'efficacité du sommeil. On ne peut pas séparer la machine, le corps du chien, de sa psychologie. Penser qu'on peut optimiser le matériel sans prendre en compte le logiciel, c'est-à-dire le cerveau de l'animal, est une erreur. Le point de départ doit toujours être: est-ce que le chien se sentira en sécurité ici? Si la réponse est non, les spécifications techniques de la mousse n'ont plus aucune importance. Bon, pour résumer ma position, je reste convaincu que les propriétés biomécaniques et la composition d'un lit pour chien sont le socle de sa valeur. La redistribution de la pression, l'alignement de la colonne, l'utilisation de matériaux non toxiques, ce sont des facteurs concrets dont l'efficacité a été démontrée cliniquement. Ces bénéfices sont objectifs et protègent le chien sur le long terme. Et je maintiens qu'une perspective purement mécaniste, aussi rigoureuse soit-elle, est réductrice. Le sommeil est une fonction neurobiologique d'une immense complexité, profondément influencée par la psychologie de l'espèce. Pour être efficace, un lit doit être perçu par le chien comme un refuge. Il doit répondre à ses besoins instinctifs de sécurité et de thermorégulation. C'est cette adéquation avec la nature profonde de l'animal qui permet un sommeil vraiment réparateur. Il est donc clair que le lit idéal n'est pas un simple choix entre le dur et le mou. Il se situe précisément à l'intersection de la science des matériaux et d'une compréhension fine du comportement canin. Notre discussion montre bien que la santé orthopédique et le bien-être psychologique sont intrinsèquement liés. Tout à fait. Les recherches qu'on a abordées invitent à une réflexion plus profonde. La question n'est peut-être pas de savoir quelles dimensions prioriser, mais plutôt comment les harmoniser au mieux pour chaque chien en fonction de son âge, sa race, sa santé et même sa personnalité. Le lit parfait finalement n'est sans doute pas un produit unique, mais une solution adaptée à un individu.